On va maintenant entendre quelqu'un dont c'est la profession de faire de l'analyse sociologique, hein, l'analyse sociologique de ce phénomène auquel on s'intéresse, qui s'appelle la participation citoyenne. Elle est professeure de sociologie à l'université... comment? Ah oui, en sciences politiques. Oh, bon, c'est une sociologue en sciences politiques. Double danger. Double danger. Mais on est tellement heureux qu'elle soit avec nous. Elle est professeure à l'Université du Québec à Montréal, au département des sciences politiques. Et on va l'écouter avec grande attention, Mme Caroline Patias, qui a déjà d'ailleurs fait cette présentation dans d'autres contextes, comme au Brésil, par exemple. Et on aura l'occasion de trouver des moments d'échanger aussi. À vous. Donc, bonjour à tous. Dans cet exposé, je me suis penchée sur les diverses expériences de participation des citoyens dans le système de santé au Québec et j'ai voulu axer ma réflexion autour de 3 thématiques. D'abord, dans quel contexte aujourd'hui on pense la participation des citoyens et pourquoi celle-ci peut apparaître plus prégnante. Deuxième élément, quels sont les modèles de participation dont nous disposons, mais quelles difficultés et avantages rencontre cette participation. Et enfin, troisième et dernier élément, j'évoquerai les différents types de participation dans leurs architectures, quelles conséquences elles ont, comme prémisse pour revenir sur les différentes expériences de participation qu'on a eues au Québec et finalement quel type de participation on a eu au Québec dans le système de santé et quelles ont été les conséquences des différents choix qui ont été faits. Donc, premier élément, pourquoi aujourd'hui on pense la participation, dans quel contexte? Je dirais qu'on a une place au Québec du médecin qui a changé. Et elle a changé sous l'effet de plusieurs évolutions. D'abord, l'évolution des connaissances. Aujourd'hui, on a des sociétés où le savoir est beaucoup plus développé et ça a transformé la relation médecin-patient. Les patients ont changé dans ce qu'ils demandent à leur médecin et dans le rapport qu'ils nouent avec lui. Deuxième élément, c'est, je dirais, un système de santé où l'universalité des soins est davantage questionnée et plus difficile. Et c'est dans ce contexte, finalement, qu'on doit penser la participation des citoyens. Cette participation, elle pose cependant un certain nombre de difficultés. D'abord, principielles. Pourquoi? Parce que faire participer des citoyens dans un système de santé, c'est la rencontre de plusieurs principes qui peuvent être contradictoires, et notamment celui du savoir et de la démocratie. Parce que la prédominance des professionnels dans le système de santé, ils reposent sur leur connaissance. Et ça crée évidemment une inégalité entre les patients et les médecins. Deuxième élément de cette inégalité, c'est l'inégalité collective dans l'accès aux soins. En effet, ce n'est pas tous les mêmes groupes sociaux, et on l'a bien vu dans les précédents exposés sur le Brésil, qui ont accès aux soins. Et c'est d'autant plus préoccupant que l'exclusion sociale, elle a aussi des conséquences sur la santé des individus. Donc on voit bien que ces principes de savoir et de pouvoir y heurtent le principe de démocratie qui, lui,
exigerait la participation des citoyens au système de santé. D'autant que l'ensemble des études soulignent les avantages de cette participation qui permettent une amélioration de la santé des individus dans l'ensemble de la collectivité. Alors, j'ai évoqué ces difficultés principielles, il y en a d'autres, elles sont structurelles, parce que l'universalité du système de santé, elle est allée de pair avec la bureaucratisation de celui-ci. Alors, on a eu grosso modo une évolution du modèle. D'abord un modèle dans le jargon qu'on appellerait weberien, c'est-à-dire hiérarchique, mais qui repousse tout de même la décision des citoyens à la périphérie du système. Et aujourd'hui, on est peut-être davantage orienté vers un modèle managérial où le citoyen devient peut-être plus qu'un patient, un client, mais il pose tout de même des problèmes dans la participation du citoyen. Enfin, deuxième élément de difficulté structurelle au Québec, c'est un modèle de gestion de la santé qui est néocorporatiste, c'est-à-dire qu'il repose sur la participation d'un représentant du secteur dans l'élaboration des politiques publiques, mais ce représentant dispose d'un monopole. Et tout est déjà dit dans la dénomination, hein, un système néocorporatiste de gouvernance, ce n'est pas un système pluraliste. Néanmoins, pourquoi on doit songer à la participation? Je l'ai déjà un petit peu évoqué, parce que l'empowerment des communautés, ça permet une amélioration de la santé de la communauté dans son ensemble. Alors, à Montréal, on a un très bel exemple avec le projet en pédiatrie du docteur Julien dans les quartiers populaires qui traite le problème en fait des maladies infantiles, enfin des problèmes de santé des enfants comme un problème plus général de prise en charge d'une communauté. Donc, on a une vision holistique de la santé. Et cette perspective, elle questionne aussi le rôle des institutions de santé. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un modèle purement individualiste de production des services à travers des actes individuels, mais aussi dans une vision collective où les services de santé fournissent la matrice de biens collectifs pour la vie quotidienne des habitants, des citoyens. Alors, avant de revenir plus spécifiquement sur les différents modèles qu'on a mis en place au Québec pour essayer d'intégrer les citoyens au sein des politiques de santé, de la gestion de la santé, je voudrais revenir sur quel type de participation finalement on peut avoir. Parce que c'est bien beau de dire participation, mais la question centrale c'est comment on participe, parce que les résultats sont liés au comment. Et on doit se poser un certain nombre de questions. D'abord, quels sont les objectifs des modalités de participation? Est-ce qu'on veut éduquer les gens? Est-ce qu'on veut les consulter? Ou est-ce qu'on veut les faire intervenir dans la résolution des problèmes et dans les modalités de décision? Ensuite, qui on veut faire participer? Et ça, cette question, elle est très importante dans les modalités d'entrée du système participatif. Parce que parfois, on va dire « Oh, une participation volontaire, c'est plus démocratique ». En fait, il n'y a rien de plus inégalitaire que la participation volontaire des individus parce que ça reproduit les inégalités de la société civile. Ensuite, le sujet de la participation, comment les citoyens vont participer? Est-ce qu'ils sont simplement spectateurs? Est-ce qu'ils vont exprimer des préférences? Ou est-ce qu'on va les faire négocier, débattre? Quatrième élément, l'échelle de la participation, ça renvoie à la décision. Si la décision se prend au palier central, puis que vous consultez les citoyens au palier local, tout est dit. La fréquence de la participation, l'enjeu de la participation pour les participants, pour les citoyens, pardon, ça renvoie à qui participe. Est-ce que vous faites participer des professionnels de la santé ou des citoyens? Enfin, l'empowerment, c'est-à-dire quelle est la portée décisionnelle de la participation et donc des citoyens qui participent.
Donc maintenant, ce cadre d'analyse va nous servir pour essayer de mieux jauger des structures, des moyens de participation qui ont été mis en place dans les différents modèles qu'on a implantés au Québec. Alors, mon exposé se concentre sur 30 ans, des années 70 au début des années 2000. Alors, c'est certain que je vais aller très grossièrement en distinguant une première période qui est celle des années 70 avec la commission Castonguay-Neveu. Pourquoi elle est très importante? Parce que c'est la prise en charge étatique de la santé. Et cette prise en charge étatique de la santé, elle s'inscrit dans une vision qui est une vision holistique où il s'agit de fournir à la communauté et aux établissements du système de santé d'abord une autonomie pour qu'ils puissent s'adapter à leur milieu. Et on va mettre en place évidemment une participation des usagers qui fait écho à ce principe. Parce que ce qu'on va voir derrière les différentes modalités de participation qu'on instaure, c'est qu'en fait, elles correspondent à des grandes époques et aux idéologies qu'il y a derrière ces époques. Donc, plus précisément, qu'est-ce qu'on met en place ? On crée un réseau de santé communautaire, donc on voit bien qu'on a une idée forte et holistique de la santé et de la participation, avec la création des centres locaux de santé et des services sociaux. On a une décentralisation des pouvoirs vers les régions. Là, on retrouve l'idée de tenir compte d'un contexte. Et on a aussi une participation du personnel hospitalier et des usagers dans la gestion interne des établissements. Ce qui est à noter, c'est que dès le départ, on a des difficultés. Et on a des difficultés qui proviennent d'une part d'une certaine hostilité ou disons prudence du milieu des professionnels, mais aussi de la part des usagers qui participent beaucoup moins que ce qu'on le souhaiterait, la participation n'étant pas naturelle. Deuxième grande étape que j'ai distinguée, le rapport Rochon de 1988 et sa mise en œuvre. Alors, on est dans les années 80. Qu'est-ce que c'est les années 80 ? C'est déjà les premiers soubresauts de l'État-providence. Donc, dans le rapport Rochon, il y a à la fois la volonté de ne pas laisser tomber les acquis et les principes de la commission Castonguay, c'est-à-dire une vision plutôt communautaire de la gestion de la santé, mais en même temps de rationaliser les soins. Et ce qui est à noter, c'est que ce rapport, il s'appuie sur une consultation du milieu et des citoyens assez poussée. Et que concluent les commissaires de l'époque, c'est qu'on a une très grande diversité, si ce n'est divergence, entre les acteurs de la santé. Et ça, je crois que c'est toujours vrai aujourd'hui, et ça explique peut-être aussi les difficultés de participation. Alors, on va accroître la décentralisation, notamment en matière de gestion, avec la transformation des conseils régionaux qui ont été créés en 1971 en régie régionale, ce qui permet de donner à ces instances une plus grande coordination, d'assurer une plus grande coordination et gestion au palier régional. On donne aussi à ces instances une plus grande autonomie dans la sélection des gestionnaires et dans l'allocation des budgets aux établissements. Et enfin, les conseils d'administration des établissements de santé, dont les membres sont élus par la population, voient leur pouvoir renforcé dans la gestion des établissements. Là où je crois on commence à voir une altération plus nette des principes, c'est à la fin des années 90, début des années 2000, avec la commission Claire qui pose clairement, en fait, qui s'inscrit dans une période où on a un défi de financement du système. C'est aussi la fin des années 90, la montée d'une certaine vision dans la gestion, plus axée sur l'efficacité, la restriction des coûts.
Et cette vision-là, en fait, va se refléter dans les principes de la participation qui sont mis en place, puisque, et là, on a la chance d'avoir un des acteurs de la réforme. Alors, si j'omets quelques éléments, n'hésitez pas à me corriger ou à pousser plus loin le débat. Donc, c'est une époque où, selon les auteurs, on a un point de vue plus centralisé, avec notamment la loi 28, qui va redéfinir l'échelle de l'imputabilité des conseils d'administration. On a aussi une tentative de modification dans la composition des conseils d'administration. Et cette tentative de modification, elle met quand même l'accent davantage sur les gestionnaires que sur la participation des usagers, même si, devant l'hostilité de la réforme, on essaiera de conserver finalement des éléments de participation. Dernier élément, la réforme Couillard, c'est une vision tout de même plus individualiste de la santé, où on va insister, et je crois que c'est un élément important, parce que ce principe-là, selon moi, il a une conséquence sur la façon dont on pense la participation. On a une vision plus individualiste de la santé, et on insiste sur la responsabilité individuelle. Et on aura donc la fusion des CLSC et des centres hospitaliers de longue durée au sein de nouvelles instances. Et ces nouvelles instances, qui sont les C3S, au départ, les membres du conseil d'administration, leur nomination repose sur une désignation ministérielle. Et donc la participation est plus congrue. Alors, la question que je me suis posée et que je vous pose aussi face à l'évolution de cette participation, c'est finalement quels enjeux de la participation dans le système de santé. Est-ce qu'on veut reconfigurer des relations entre les services de l'État et les représentants des usagers? Est-ce qu'on veut repenser les compétences civiques et la structuration de la société? Ou est-ce que finalement, on fait participer les citoyens pour mieux gérer la pénurie? Voilà, merci beaucoup.